Les cadres à barreaux droits. L'objectif de ce module est de présenter la méthode de solution d'un problème par élément fini par le biais d'un exemple, un cadre à barreaux droits, somme toute assez simple. Ce module est très important car il démontre grandes étapes qu'on va appliquer à tous les problèmes tout au long du trimestre pour solutionner des problèmes de mécanique de solides par la méthode des éléments finis. Nous allons donc considérer un problème très simple et nous allons passer par toutes les étapes de solution d'un problème par élément fini pour intervenir des concepts fondamentaux à la méthode. Donc, considérons le problème suivant. Donc, un cadre avec des barreaux droits. Dans ce cas-ci, nous avons 3 barreaux droits qui sont attachés ensemble à 3 nœuds, les nœuds 1, 2 et 3. Première notation à remarquer ici, c'est que chaque barreau, qu'on va appeler élément dans la suite, est noté par un chiffre entre parenthèses. Donc ici, on a le barreau numéro 1, le barreau numéro 2 et le barreau numéro 3. Chaque barreau a une section donnée, un effet de module Young et a une longueur donnée. Donc on est en train ici de définir la géométrie du problème ainsi que les matériaux impliqués dans ce dernier. Nous avons un système d'axe global XY. Ce système d'axe sert à définir la géométrie de la structure ainsi que les chargements qui sont appliqués sur cette dernière. Au nœud numéro 1, nous avons un pivot, c'est-à-dire qu'au nœud numéro 1, on ne peut pas avoir de déplacement ni en X ni en Y. Au nœud numéro 2, on a un appui simple ou une glissière, c'est-à-dire qu'on peut avoir un déplacement dans la direction X, mais aucun déplacement dans la direction Y. Et au nœud numéro 3, nous avons une force qui a une composante en X et une composante en Y. Ce qu'on cherche dans ce problème, c'est de calculer les forces au nœud I. Donc, dans ce problème, on a à chaque nœud 2 forces. Donc, on a 6 forces à calculer. Et on cherche aussi les déplacements au nœud I du problème. Remarquez ici, pour les nœuds, je n'ai pas introduit de parenthèse. Par convenance, pour que ce soit plus facile à transporter, nous allons regrouper toutes ces inconnues ou toutes ces quantités sous forme de vecteurs. Forme de vecteurs colonnes qu'on représente dans tout le cours par des accolades. Donc ici, le vecteur force contient les 6 composantes des vecteurs force qui nous intéressent, donc 2 par nœud, et on a la même chose ici pour les déplacements. Pour la première étape de notre démarche de solution par élément fini, consiste en la localisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait exploser la structure en éléments simples. Cette première étape fait intervenir des notions qui sont fondamentales pour le reste du cours. Premièrement, si on remarque, on a encore ici notre système d'axe global. Et si on remarque, dans chacun des éléments, on a fait apparaître un système d'axe. La particularité ici, c'est que chaque système d'axe est orienté selon la longueur de l'élément. Voyez-vous, ici, l'axe X est orienté selon l'axe de l'élément fini et l'axe Y est perpendiculaire à ce système d'axe. Donc, chaque élément va être doté d'un système d'axe qui lui est propre. Ce système d'axe-là, on va l'appeler le système d'axe local. Et pour le dénoter, on va ajouter une petite barre par-dessus chacune des coordonnées. Ici, pour l'élément numéro 2, j'aurai un axe X local, numéro 2, et un axe Y local, numéro 2. Ces systèmes d'axes peuvent aussi être exprimés dans le repère global. Par exemple, ici, l'axe X2 bar est orienté selon l'axe Y global. De la même manière, l'axe Y2 local est exprimé comme étant l'axe des X négatifs. L'axe des X négatifs dans le repère global. Donc, bien important ici de faire la distinction entre un système d'axe local, qui lui est attaché à l'élément, dont l'axe X est aligné avec l'axe de ce dernier, et le repère global qui sert à positionner tous ces éléments-là dans un repère fixe. Considérons maintenant un élément I, qui pourrait être n'importe lequel, qui pourrait être l'élément 1, 2 ou 3, exprimé dans son repère local. Donc ici, on a un nœud I, on a un nœud J, et à chacun de ces nœuds, on a des forces et des déplacements. On a ici l'axe des X local qui est exprimé selon l'axe de l'élément.
et l'axe Y local qui est exprimé perpendiculaire à ce dernier. Je rappelle ici que ce système d'axe-là, c'est l'axe système d'axe local qui pourrait être tourné de n'importe quelle orientation dans l'espace par rapport au repère global. Donc ici, on est en train de définir ou de s'intéresser à ce qui se passe dans un élément fini, un élément de barreau droit, dans son système d'axe qui lui est propre. Donc par convention, on va prendre ici que l'axe des X est positif de I vers J et que l'axe Y est toujours perpendiculaire ici à l'axe X. Le barreau, par définition, ou par la physique des choses, transmet des efforts axiaux uniquement, c'est-à-dire que le barreau ne peut pas transmettre d'efforts dans son axe Y local. Maintenant, on va s'intéresser à la relation qui existe entre les forces et les déplacements appliqués sur le barreau. Donc, si on s'intéresse à cela, on a les informations suivantes. Donc, on a un matériau élastique. On connaît la relation sigma est égal au module de Young fois epsilon, qui est la déformation. Donc, si on travaille un peu avec ça, donc j'ai ma contrainte ici, qui est en fait une force divisée par une surface. Je vais avoir ici ma déformation, qui va être exprimée comme une variation de longueur sur une longueur initiale, et ça, c'est égal à E epsilon. Donc, ici, je peux prendre la force, l'envoyer de l'autre côté, l'air et l'envoyer de l'autre côté de l'équation. J'aurai ici la force égale à AE sur L, delta L. AE sur L, je vais appeler cette quantité ici la constante de rigidité de mon barreau droit. On pourrait voir que cette observation, on pourrait dire qu'elle est analogue ici à un système de ressort où la constante de raideur, c'est AE sur L. Quand notre barreau droit est en tension, la force en I est dans la direction des X négatives et la force en J est dans la direction des X positifs. Cela veut dire que quand notre barreau est en tension, on a deux forces qui s'exercent dans cette direction-là. Donc, si notre barreau est en tension et maintenant on s'intéresse au déplacement, si l'axe des X est dans cette direction-là, il faut que, si j'ai un déplacement en I, il faut que mon déplacement en J soit plus grand que mon déplacement en I pour que mon barreau soit en train de se faire étirer. Donc, si on s'intéresse aux équations qui régissent ce dernier, on aura celles qui se trouvent aux équations numéro 1 et 2 du transparent numéro 4. Donc, rappelez-vous, lorsque le barreau est en tension, au nœud I, je vais avoir une force qui va être négative, donc dans la direction des X négatifs. Si mon barreau est en extension, je vais avoir ici que mon déplacement en I va être plus petit que mon déplacement en J. Ce qui va faire en sorte ici que la quantité qui est ici, si je fais UI moins UJ, va obtenir un résultat négatif qui est cohérent avec la physique de mon problème puisque je vais avoir une force en I dans les X négatifs si mon barreau est en extension. De la même manière, si je suis en J maintenant, à cet endroit ici, comme mon barreau est en extension, mon déplacement en J est plus grand que mon déplacement en I, ce qui fait en sorte que ce qui est dans la parenthèse ici va être positif. Donc, au nœud J, j'aurai une force positive, ce qui est cohérent aussi avec un barreau qui est en extension. Donc, vous voyez, en extension, la force en I est négative et la force en J est positive. Par la physique du problème, le barreau droit ne transmet pas d'effort dans la direction des Y, donc on dira que la force en Y au nœud I et au nœud J, toujours dans le repère local de l'élément, est nulle. On peut écrire cette équation-là sous une forme plus compacte en faisant intervenir ici une matrice. Donc on aura d'une part des forces au nœud I, au nœud J, des forces ici au nœud I, des forces ici au nœud J, de la même manière les déplacements ici au nœud I, les déplacements ici au nœud J. Et ce que j'ai fait ici, c'est que je n'ai que retranscrit les équations du transparent précédent. Donc, on avait que la force au nœud I était égale à AE sur L, donc la constante du ressort, une fois UXI, 0 fois UI, moins une fois UJX et 0 fois UJY. Donc, les quatre équations qui étaient au transparent précédent sont retranscrites ici sous une forme matricielle. Et si on l'exprime avec les vecteurs, comme on a introduit tout à l'heure, donc on aura ici le vecteur force dans l'élément I, dans son repère local toujours, qui est égal ici à une matrice, qu'on va appeler ici matrice de rigidité.
correspond à la physique de notre problème, si on veut. Il multiplie ici les déplacements dans notre élément fini, dans le repère local. De cette manière, on vient d'inventer une matrice de rigidité dans un repère local quelconque de n'importe quel élément. Donc en fait, avec la formulation qu'on vient d'établir ici, on est capable de calculer une matrice de rigidité pour chacun des éléments du modèle. Puisque, je le rappelle, notre matrice de rigidité a été développée dans le repère local de l'élément, qui lui peut être quelconque, peu importe comment notre élément est tourné dans l'espace par rapport au repère global, le repère local, lui, reste toujours attaché à notre élément fini. La matrice de rigidité contient la physique ou l'ADN de notre problème, donc elle dépend du matériau, elle dépend de la géométrie de l'élément, et elle dépend ici, comme je viens de le dire, de la physique du problème. On voit qu'elle ne dépend pas directement de la position spatiale où se trouve l'élément dans la structure, ni de son orientation.